Les batteries domestiques plug and play évoluent rapidement. C'est un peu la course entre chaque marque. Et Homiles compte bien combler son retard avec la e-batterie 4020X qui embarque plus de 4 kWh de stockage LFP. 4 entrées solaires capables d'accepter jusqu'à 1000 watts crête chacune. Et un onduleur bidirectionnel de 2500 watts pouvant échanger avec votre installation électrique via une simple prise de courant. Ce nouveau format est beaucoup plus compact que la précédente génération avec la MSA2, qui elle embarquait 2,2 kWh de stockage. De plus, elle est extensible jusqu'à 16 kWh en ajoutant des modules complémentaires pour l'adapter selon vos besoins de stockage. Mais au-delà de l'aspect technique, certaines questions se posent. Comment s'installe réellement ce type de batterie? À quoi sert le smart meter? Faut-il intervenir dans le tableau électrique? Comment raccorder les panneaux solaires? À quoi sert la prise off-grid qui se situe sur le côté? Dans cette vidéo, je vous présente en détail la e-batterie 4020X. L'objectif principal est de voir si cette batterie tient ses promesses sur un point essentiel, une installation simple, accessible au plus grand nombre. Quant aux essais de charge-décharge ou encore les performances en conditions réelles, tout cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pensez donc à poster dans la section de commentaires les différents tests que vous souhaitez voir en vidéo. Du fait de sa capacité, le carton est assez lourd, un peu moins de 50 kg. Alors regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, tout d'abord, on a une notice avec une section en français et juste en dessous la batterie. Alors, on a également des accessoires avec des pattes de fixation et chevilles vis ainsi qu'une clé. Un joint d'étanchéité et le cordon de raccordement secteur. Une clé MC4 pour débrancher les connecteurs solaires. Et en dessous la batterie, alors on a deux poignées qui sont bien utiles parce que la batterie est assez lourde. Ses dimensions sont 52 cm de large par 38,4 cm de haut et une profondeur de 19,9 cm. Alors le cordon à brancher sur le réseau avec le connecteur qui va sur la batterie et la fiche secteur de P+T. Inclus les connecteurs, le câble fait à peu près 1,65 m de longueur. Sur la plaque signalétique, on retrouve toutes les informations sur les cellules internes de la 4020X. Technologie lithium fer phosphate. De forme prismatique, c'est-à-dire elles sont rectangulaires. De dimension 17,6 cm de large par 20,9 cm de haut et une profondeur de 7,4 cm. Et il y a au total 4 cellules branchées en série. La tension nominale d'une cellule est de 3,2 volts, soit au total 12,8 volts aux bornes du montage en série. La charge électrique est de 314 ampères et multipliée par la tension de 12,8 volts, on obtient 4019,2 Wh, soit la capacité ou l'énergie stockée au maximum. Elle est garantie après 8000 cycles pour un stockage de 70% de sa capacité maximale, soit encore 2813,44 Wh. Sur ce côté, on retrouve 4 prises. La première à gauche, repérée off-grid, Sera utilisée hors réseau ou non, soit pour ajouter une recharge supplémentaire via micro-onduleur, au maximum 2500 watts en entrée alternatif, ou alors pour alimenter un appareil électrique domestique, dans la limite de 2500 watts également. Ou bien pour faire les deux en même temps. En fonction de la production solaire, la batterie se rechargera ou alimentera l'appareil connecté. Dans le cas d'une utilisation nomade sans mise à la terre et sans aucun différentiel, il est impératif d'utiliser de l'appareillage de classe 2, symbolisé par ce double carré. d'ailleurs la prise d'alimentation ici n'a pas de connecteur de terre. À côté, on a la prise repérée on-grid qui permet de relier la batterie au secteur via le cordon qui est fourni sur une prise de courant. Repéré fan, un port qui, je suppose, est destiné au branchement d'un ventilateur, d'un système de ventilation externe. Le dernier port repéré RS485 avec une prise RJ45 permettra de relier la batterie à un système de communication via le bus RS485. Attention, ce n'est pas du Ethernet. Et enfin, tout à droite, repéré par le symbole de la Terre, donc se trouve fileté ici, permettra de relier la batterie à la Terre si vous n'utilisiez pas ce cordon d'alimentation, parce que ce cordon d'alimentation permettra de relier la batterie à la terre via ce potentiel-là. Donc sur site isolé, si vous souhaitez mettre à la terre la batterie, il faudra utiliser ce trou fileté ici. Juste ici en dessous, donc des différents connecteurs, c'est les soupapes de décompression
qui permettra d'éviter en cas de défaut la mise sous pression de la batterie. En face avant, on a le bouton marche, donc on presse environ 1 ou 2 secondes avec un écran et différentes informations. Et de ce côté-ci, on retrouve 4 entrées solaires, donc 4 MPPT, permettant d'y brancher au moins 4 panneaux solaires, mais on pourra aller jusqu'à 8 en mettant 2 panneaux solaires en parallèle sur chaque entrée. Il y a des bouchons d'étanchéité pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. La fonctionnalité intelligente de la batterie, c'est-à-dire récupérer le surplus solaire pour charger la batterie ou bien décharger la batterie lorsque la consommation électrique augmentera, nécessitera l'utilisation d'un compteur intelligent à placer dans votre tableau électrique. Donc certains branchements seront nécessaires. Ainsi, le système suivra en temps réel le flux d'énergie en entrée de votre installation électrique, afin d'adapter le fonctionnement de la batterie et ainsi optimiser votre taux d'autoconsommation, vous évitant de renvoyer du surplus solaire sur le réseau de distribution. Passons au branchement de la batterie, et pour commencer, la liaison au panneau solaire. Je vais donc relier 2 panneaux en dérivation sur une seule entrée solaire. Pourquoi brancher 2 panneaux solaires en dérivation ou en parallèle sur une entrée solaire de la batterie? Tout simplement afin d'économiser un MPPT ou régulateur solaire. On optimise ainsi l'utilisation des régulateurs solaires. Au lieu d'avoir un panneau par entrée, je pourrais en mettre 2. Soit au total 8 panneaux pour une puissance maximale de 4000 watts-crête. Avant tout branchement des panneaux sur le régulateur solaire, il convient de vérifier les choses suivantes. Ne jamais raccorder les panneaux en série en entrée de la e-batterie. D'utiliser des panneaux solaires dont la tension en circuit ouvert ou VOC ne dépassera jamais 60 volts, afin de ne pas endommager le régulateur solaire. Enfin, d'utiliser des câbles en Y de section minimum 6 mm², et de contacter directement Homiles si vous aviez besoin de tels adaptateurs. Pour éviter les erreurs lors du câblage, identifiez les câbles de chaque panneau avec du scotch de même couleur. Cela permettra d'éviter les croisements. Dans mon cas, j'ai 2 panneaux, donc 4 câbles au total. Donc la batterie, je vais la positionner sous ce panneau-là, avec une prise à proximité. Alors ici, j'ai 2 Y. Hop. Un premier et un deuxième Y. Un mâle et un femelle, qui vont permettre de mettre en dérivation 2 panneaux sur une même entrée solaire de la batterie. Alors, dans un premier temps, je récupère les 2 sorties des panneaux. Donc je les ai identifiés avec du Chatterton. Donc en bleu, c'est le premier panneau, et en rouge, c'est le deuxième panneau, avec pour chacun un mâle et un femelle, un connecteur mâle et un connecteur femelle. Pour mettre en dérivation ou parallèle les 2 panneaux, il va falloir rassembler les 2 mâles ensemble. Donc pour ce faire, je vais utiliser le connecteur en Y avec les 2 femelles. Donc je branche mâle et femelle ensemble. Et en sortie, j'ai un connecteur mâle que je viendrai brancher sur une entrée solaire. Donc ça, c'est mon premier branchement. Il me reste les 2 connecteurs femelles des 2 panneaux que je relie sur le deuxième Y, cette fois-ci avec 2 mâles. On vérifie bien que les connexions se fassent correctement jusqu'au clic. Et là, j'ai un seul connecteur femelle. Donc je me retrouve maintenant juste avec un mâle et un connecteur femelle. Je vais occuper une seule entrée solaire. Les 2 connecteurs, je vais les brancher sur l'entrée solaire PV1, repéré ici. Donc, PV1- et le PV1+, juste en dessous. Je retire les 2 capuchons d'étanchéité et je branche le connecteur moins et le plus. Et de l'autre côté, je relie le connecteur on-grid et la fiche secteur sur une prise de courant. Pour rappel, le circuit prise de courant doit être dédié uniquement à la batterie Homiles. Le circuit doit être câblé avec des conducteurs de section 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur 16 ou 20 A de courbe de type C. En amont, une protection par différentiel 30 mA est nécessaire, de type A ou B. La mise à la terre de l'installation est indispensable pour la sécurité des personnes. Et pour augmenter la production solaire, je vais brancher ce câble qui provient du micro-onduleur de ce 3e panneau. Et le câble, je vais le brancher sur l'entrée off-grid. Au préalable, j'y place le capuchon d'étanchéité et j'y branche la fiche secteur provenant du micro-onduleur
du troisième panneau, comme ceci. En instantané, on peut voir la production solaire qui est de l'ordre de 790 watts et la batterie est rechargée à 100%. Pour profiter d'une recharge autonome de la batterie sans être relié au réseau, on a deux solutions. Soit on relie directement les panneaux via les connecteurs MC4 aux fiches MC4 qui sont sur le côté, ou alors on peut utiliser un micro-onduleur que l'on va brancher sur la prise off-grid de la batterie. Lorsque vous êtes en extérieur, utilisez le capuchon d'étanchéité. Et les connecteurs MC4 en sortie du panneau, vous les reliez directement au micro-onduleur. Dans cette configuration et même sur un site isolé, complètement découplé du réseau électrique, il est possible de faire fonctionner ces micro-onduleurs, qui vont se synchroniser au 230 volts hors réseau, qui lui est généré par la 4020X. Pour profiter de la production solaire en entrée de la prise off-grid, il faut appuyer 2 secondes sur la touche située tout à droite, juste ici. Cela permet d'activer la prise off-grid, que ce soit en sortie, comme ici, pour alimenter un radiateur soufflant ou tout autre appareil électrique, ou alors en entrée avec le micro-onduleur plus le panneau solaire. Et pour désactiver, on appuie également 2 secondes sur le même bouton. Là, ça désactive la sortie off-grid. Là, en instantané, le couplage donc micro-onduleur plus panneau produit en instantané 72 watts. Donc de façon autonome, la batterie n'est pas reliée sur le secteur. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est en plus de la production solaire pour recharger la batterie, est-ce qu'on peut utiliser un récepteur nomade qui sera alimenté également par la batterie ou par la production solaire via le micro-onduleur. Donc pour ce faire, j'utilise un radiateur soufflant de classe 2, donc pas de mise à la terre nécessaire. Ça va être l'une des contraintes de sécurité à veiller, c'est d'utiliser des appareils uniquement de classe 2. Donc classe 2, ça se vérifie sur la plaque signalétique de l'appareil. On doit avoir un double carré qui signale que l'appareil ne nécessite pas de mise à la terre. D'ailleurs, la prise d'alimentation ici n'a pas de connecteur de terre. Donc je branche la prise à la multiprise qui est elle-même reliée à la prise off-grid de la batterie et le radiateur soufflant fonctionne. Maintenant que la batterie est raccordée au solaire et au secteur, je vous explique comment installer le smart meter de Homiles en version monophasée dans un tableau électrique, tout ça en sécurité, en utilisant également un disjoncteur pour la protection contre les surintensités de calibre 2 A. Avec le compteur est fournie cette pince ampère-métrique, nécessaire pour la mesure de l'intensité en ampères. Ce compteur est modulaire. Il n'occupe qu'un seul emplacement dans le tableau. Tous les branchements de puissance se font juste en dessous. Repéré CT, c'est le port pour la pince de mesure de courant. Et ici, l'alimentation phase neutre et la mesure de tension. La mesure de puissance se fera par le produit du courant et de la tension. Pour assurer la protection du smart meter, il est nécessaire d'ajouter un disjoncteur de calibre 2 A, donc un C2. Le disjoncteur assurera la protection du module en cas de surintensité, c'est-à-dire une élévation anormale du courant. Pour le branchement du smart meter, là je vais utiliser 2 conducteurs souples avec des embouts. On va se reporter ici, donc sur les bornes repérées L pour la phase, donc le conducteur en rouge, et N c'est le neutre, conducteur repéré en bleu. Donc ça c'est simple, on va avoir besoin d'un tournevis plat et des conducteurs. Je positionne le conducteur à l'entrée du bornier et j'appuie sur le poussoir orange, ce qui libère l'ouverture. Et lorsque je retire le tournevis, le conducteur il est bloqué. On va pouvoir essayer de regarder. Lorsque j'appuie, ça ouvre la mâchoire et ça permet de faire rentrer le conducteur. Je place le conducteur, j'appuie et voilà, le conducteur est bien positionné. Ensuite, je peux retirer le bornier. J'ai bien fait attention d'avoir la phase en rouge sur le côté repéré L et le neutre en bleu sur le côté repéré N. Et il ne me reste plus après qu'à brancher au niveau du disjoncteur, donc de mon C2. Je positionne le conducteur neutre à gauche et je serre bien. Et la phase en rouge à droite. Et je serre suffisamment. On vérifie bien la maintenue des conducteurs dans le bornier. Et là, je peux rebrancher
le connecteur et positionner ceci dans mon tableau électrique. Prenons l'exemple de ce petit tableau avec un différentiel et deux disjoncteurs. J'ai deux emplacements disponibles, donc je peux rajouter mon disjoncteur C2 et mon compteur. Alors pour l'insérer, on va utiliser la petite languette qui est là. Hop, on va l'ouvrir un petit peu pour pouvoir le caler. Et lorsqu'il est positionné, on referme, on repousse ici. L'appareil est positionné. Je peux brancher la mesure de tension au niveau du compteur. Donc l'appareil est prêt. Il ne reste plus qu'à brancher la pince de courant. Et avec la pince, entourer la phase ou le neutre à mesurer qui repart vers le réseau de distribution électrique. Regardons plus précisément sur ce schéma avec un tableau comprenant deux étages, soit deux différentiels. Le compteur, je le place à côté du disjoncteur C2. Je relie en sortie de ce même disjoncteur la phase et le neutre sur les bornes repérées L et N du compteur. L'appareil est ainsi alimenté et mesure le 230 volts. Pour la mesure du courant, j'ajoute la pince. Je la positionne au plus haut sur la phase. Le courant mesuré doit être celui en sortie du disjoncteur d'abonné. C'est le courant total qui alimente le logement. La pince, je la positionne avec la flèche vers le logement, et non le contraire comme indiqué dans la notice. Ainsi, le compteur a une image du courant. Il pourra mesurer ainsi la puissance et le flux d'énergie consommé. Et si vous avez besoin de davantage d'explications sur le branchement du compteur, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Au préalable pour l'appairage, vérifiez que la batterie soit allumée. Pour cela, posez votre doigt environ 2 secondes sur la touche sensitive. L'écran va alors s'allumer. Pour faciliter la détection, je positionne la batterie en intérieur, pas trop éloignée de la box internet. Il vous faudra aussi installer l'application S-Miles Home sur votre mobile, disponible sur Play Store ou App Store. Personnellement, j'y ai déjà la batterie MSA2 qui est intégrée. Sur votre mobile, il faut au préalable vérifier que vous ayez activé le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Puis, vous ouvrez l'application S-Miles Home. Donc pour intégrer la e-batterie dans l'application S-Miles Home, dans un premier temps, je vais créer un nouveau système indépendant de la MSA2. Donc là, l'application scanne les alentours pour détecter la e-batterie. Je la sélectionne. Pour le couplage de l'appareil, on me demande d'appuyer sur le bouton réseau sans fil, une impulsion. Voilà, donc là, ça semble bon. Ensuite, il faut paramétrer les informations Wi-Fi. En haut, c'est le nom du réseau Wi-Fi et en bas, on indique le mot de passe. Lorsque le mot de passe est saisi, vous faites suivant. Là, la batterie se connecte au réseau, à Internet via le routeur, via la box Internet. Donc là, c'est la connexion au routeur et ensuite, elle se connectera au cloud, au serveur au Miles. La connexion réussie, on fait suivant. On peut indiquer des paramètres de géolocalisation. Je fais confirmer. Le système est créé avec succès. Donc la e-batterie apparaît ici. Pour l'instant, elle est rechargée, on voit ici à 30,8% et elle se décharge à 193 watts. C'est l'information qui est donnée ici. Elle est bien réglée en mode autoconsommation, mais pour le moment, aucun compteur n'est associé, lui permettant de profiter du mode intelligent. Il faut lui associer un compteur communicant. En l'occurrence, ce sera le smart meter de Miles. Donc on appuie sur le bouton plus en haut à droite. On choisit associer un appareil intelligent. Puisqu'il s'agit d'un appareil Miles, on sélectionne appareil de la marque. L'application scanne les alentours pour détecter la présence du smart meter qui apparaît ici. On le sélectionne. Et pour terminer le couplage, il faut appuyer une seconde, on nous dit, sur le bouton. Alors c'est pas une seconde, c'est juste une impulsion. Au niveau des paramètres Wi-Fi, ici on sélectionne le réseau Wi-Fi sur lequel va se connecter le compteur. Et ici, on indique le mot de passe. On appuie sur suivant. Et là, la connexion est réussie. Je refais suivant. Là, on nous demande à quel appareil mettre on souhaite associer le compteur. Il s'agira de la e-batterie, donc je le sélectionne. Je lui associe donc le smart meter de Miles. On peut lui indiquer un nom. On fait confirmer. L'ajout est réussi. Appuie sur le bouton terminer. Donc cette fois-ci, la batterie est bien associée au compteur intelligent puisqu'ici on a une mesure en instantané
du flux d'énergie qui transite via le compteur, donc en entrée-sortie dans mon installation électrique. Là, jusqu'à présent, je peux voir que j'exporte 0,9 watts. Là, j'importe 13 watts. Donc c'est en fonction de la consommation du logement, et bien, la batterie va se charger ou se décharger. Donc pour ce faire, il faut être dans le mode autoconsommation. Donc c'est ce mode-là que je vais maintenir. Alors, on peut définir ici le niveau en dessous duquel la batterie ne devra pas se décharger. Donc soit 10% et jusqu'à 70%. Mais là, vous perdez énormément en capacité. Moi, je vais régler 15%. Ça sera déjà pas mal. Et je fais confirmer. On peut également ici dans appareil, e-batterie. Puis la roue crantée. Et enfin paramètres de charge-décharge. On pourra y définir le niveau minimum sous lequel la batterie ne devra pas descendre, et à l'inverse le niveau maximum de charge au-dessus duquel la batterie ne pourra pas aller. Et on peut, si on le souhaite, aller de 50 jusqu'à 100%. Et pour la décharge, on peut aller de 10 à 70%. Alors comment interpréter les informations qui s'affichent sur l'écran de la batterie? Repérer solar et indiqué en watts, là j'ai 380 watts, c'est la puissance solaire, donc des panneaux solaires directement branchés sur la batterie, sur les entrées solaires de la batterie. Et juste à côté, la flèche qui part vers la gauche indique que le système se recharge. La capacité actuelle est de 76%. Et cette puissance de charge instantanée est de l'ordre de 540 watts. Elle est indiquée juste à droite. Dans l'application, on visualise un peu mieux ce qui sert à recharger réellement la batterie. À ce moment-là, la puissance de charge est d'environ 850 watts. 570 watts proviennent des panneaux branchés sur les régulateurs solaires. 260 watts environ proviennent du micro-onduleur branché sur la prise off-grid. Et encore 12 watts arrivent du surplus solaire présent dans mon installation électrique. Dans cette autre configuration, la batterie n'est pas directement reliée au panneau, mais seulement à la prise secteur 230 volts. Grâce au smart meter placé dans le tableau électrique, elle peut tout de même récupérer de façon autonome le surplus solaire, qui est présent dans mon installation électrique. À cet instant, la batterie est rechargée à 31%. Elle récupère un peu moins de 800 watts de surplus solaire. Et mon installation électrique soutire ou réinjecte seulement quelques watts, soit une autoconsommation optimisée, permettant de réduire efficacement la facture électrique. Un peu plus tard, la production solaire étant insuffisante, la batterie compense tout ou partie de la consommation. En instantané, elle délivre un peu plus de 1000 watts, afin de limiter la consommation depuis le réseau électrique. Comme on vient de le voir, les branchements et l'installation de la batterie ne présentent pas de difficultés particulières. Seuls les branchements du smart meter nécessiteront de prendre quelques précautions, puisqu'il va falloir intervenir en sécurité dans votre tableau électrique. De ce fait, si vous avez besoin de davantage d'explications et de détails sur la pose du compteur, dites-le en commentaire, je pourrai ainsi vous préparer une vidéo plus détaillée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, pensez au petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.